Donc, notre webinaire de ce soir est le dernier de la saison 2024. C'est soins d'urgence au Vostat. Donc, on a voulu faire un jeu de mots et on remercie beaucoup Antoine d'être présent ce soir et tout le monde pour ce dernier webinaire 2024. Juste avant de commencer, comme à l'habitude, bon, on va enlever le son. Le webinaire de ce soir, il est rendu possible grâce au collectif Formation agricole de l'Estrie, aux producteurs de bovins du Québec, mais également au réseau Agriconseil, parce que l'activité de ce soir bénéficie d'une aide financière qui est offerte par l'entremise des réseaux Agriconseil grâce au programme Service Conseil 2023-2028 en vertu du partenariat canadien pour une agriculture durable, qui est une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Donc, vous nous connaissez déjà, les animatrices pour la soirée, donc Cyril Elamdaoui, qui est conseillère environnement, santé et bien-être animal au PBQ, et moi-même, Catherine Larrivée-Bazinet, qui est agente au programme qualité et bien-être au PBQ également. Donc, ce soir, notre conférencier n'a pas vraiment besoin de présentation. Puis, je pense que je vais sauter cette diapositive-là parce que je pense, Antoine, tu te présentes un peu pendant ta présentation. Fait qu'on va sauter cette diapo-là et je vais inviter Cyrine à juste réexpliquer un peu comment ça va fonctionner pour les questions. Oui, donc ce soir, ça va être très simple. Vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes très nombreux là, à suivre en direct ce webinaire. Donc, par souci d'être capable de gérer toutes vos questions, pour ce soir, on va se limiter uniquement aux questions écrites. Donc, on vous demande pour ça d'utiliser le QR. C'est aussi en bas de votre écran. Vous pouvez l'utiliser tout au long du webinaire. Donc, pendant que Dr Bourgeois fait sa présentation, n'hésitez pas à inscrire votre question. On y répondra par contre uniquement à la fin. Par contre, si vous avez des problèmes techniques, un problème de son ou de quoi que ce soit, et que vous avez besoin de nous en faire part, utilisez donc l'outil de discussion qui est aussi en bas de votre écran. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Donc, selon les demandes qui m'ont été faites de la part des PBQ, puis j'imagine que ces demandes-là, c'est des sujets aussi auxquels vous êtes reliés, que vous êtes manifestés. Je vais me présenter. Sinon, par après, je vais vous présenter ce qui se passe au niveau du BCRC, un organisme de l'Ouest canadien qui est très intéressant. Il va y avoir des discussions sur des sujets que devriez trouver intéressants aussi au niveau vélage, régie du colostrum, les maladies néonatales fréquentes, déshydratation, qu'est-ce qu'on a comme signe, quoi surveiller, puis des signes cliniques à surveiller chez nos nouveaux-nés, les jeunes veaux qui peuvent être plus à risque. Puis à la toute fin, on va terminer avec une petite présentation du PISAC sur la télémédecine. Je fais plusieurs références dans ma présentation au veau de boucherie. La couleur rouge, c'est un peu une référence à ça. Quand ça va être des sujets presque exclusivement ou majoritairement reliés aux vaches veaux ou aux veaux de boucherie, ça va être écrit en rouge, va avoir un lien avec le rouge. Si jamais, il reste qu'un veau, c'est un veau, puis une vache, c'est une vache à la base. Donc, si jamais vous avez des questions, que ce soit veau laitier, veau de lait, veau de grain, n'hésitez pas, il va y avoir quelques petites différences qu'on va faire, mais ça va me faire plaisir de répondre à toutes ces questions-là. C'est bon. Donc, je suis natif de Saint-Nazaire-d'Actune, un petit village sur l'autoroute 20 entre Drummondville et Saint-Hyacinthe, pour ceux qui sont moins familiers avec la Montérégie. J'ai fait mes études à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. J'ai gradué en 2001. J'ai fait une année de perfectionnement en médecine et en chirurgie bovine en 2002. Par la suite, je me suis dirigé vers l'hôpital vétérinaire de Sherbrooke, d'où je travaille encore. Ici, à la clinique, on offre des services bovins, équins, tout ce qui est petits ruminants, puis n'importe quelle espèce animale que nos producteurs ont, qui ont besoin d'aide ou besoin de conseils. Ça nous fait plaisir de les aider en sortant nos livres de référence puis en essayant de trouver des solutions à leurs problèmes. Sinon, j'ai un petit élevage, comme mes parents avaient euh, à Saint-Nazaire-d'Actine, de Cimental Full Blood. Ça fait que c'est mon intérêt. Puis depuis que j'ai ça, sans nécessairement dire que je suis un meilleur vétérinaire, je suis probablement un conseiller qui est beaucoup plus complet, étant donné que je suis des deux côtés de la clôture maintenant. Donc, c'est bon.
Non, on recule, c'est bon. Donc, le BCRC, principalement, vache-veau, parc d'engraissement, c'est relié aux boucheries. C'est le Beef Cattle Research Council. C'est un organisme qui est basé à Calgary. Et eux-mêmes disent qu'ils visent l'excellence dans la production de bœuf et de fourrage canadien via la recherche, l'innovation et le transfert des connaissances. Ceux qui sont déjà allés, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait beaucoup d'informations très intéressantes. Puis il y a différentes sections à ça où est-ce qu'il y a de l'information qui est au niveau producteur, vétérinaire, puis même pour les chercheurs qui veulent justement faire de la recherche pour être capable de nous fournir de l'information aux producteurs puis aux vétérinaires, pardon, en fonction des besoins qu'il y a. J'en ai déjà parlé dans plusieurs conférences. C'est vraiment une source d'information qui est très intéressante, très à jour. Il reste que c'est majoritairement en anglais. Donc, si jamais vous avez de la misère avec l'anglais, ça se peut que ce soit un défi, mais il y a beaucoup de vidéos qui sont là avec l'écriture, va être écrite en anglais. Puis il y a un certain nombre de diapos puis d'images dont vous allez voir tantôt ils ont été traduites. Donc, ça peut être intéressant comme information de référence pour l'utiliser. Mais si vous avez la chance, allez-y, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Catherine? Parmi les images qu'il y a, donc les informations qui vont venir des études qu'ils ont faites au fil des années, comme celle de gauche qu'on voit ici, c'est comme quoi les vaches qui sont en bonne forme vont devenir gestantes plus rapidement. Donc, d'avoir une bonne condition de chair, donc qui va passer de 2 à 3, va permettre d'augmenter les taux de succès au niveau des gestations de 32 %. Puis celle de droite, ce que ça dit, c'est que les vaches vaccinées ont 6 fois plus de chances de devenir gestantes et 4 fois plus de chances de le demeurer que les vaches non vaccinées. Donc, c'est toutes des infos comme ça, avec des images puis des petits textes qui peuvent être intéressantes à aller voir. C'est bon? Ils ont également des webinaires plusieurs fois par année sur des sujets d'actualité. Comme ce qu'on voit ici, c'était des webinaires de novembre 2023 et de janvier 2024. Il y en a un qui c'était sécheresse plus qu'un challenge seulement d'été. Puis celui du bas, c'était comment élever des torts pour avoir un succès reproducteur. Donc, des sujets qui peuvent être intéressants, peut-être pas tout le temps qui vont vous toucher, mais je suis sûr qu'au fil des différents webinaires, vous allez être capable de trouver quelque chose qui va vous intéresser. C'est gratuit, vous avez juste à vous enregistrer et à être capable d'aller voir ça. Un peu comme ce soir. Puis également, ils ont un logiciel d'alimentation pour ceux que ça intéresse, qui voudraient évaluer eux-mêmes ce qui se passe, comparer certaines choses. Ben, le Cowbite, c'est là pour vous aider. C'est bon? Dernier petit commentaire avant qu'on rentre dans le vif du sujet. PISAC, on va en parler tantôt sur le PISAC de la télémédecine. Sinon, le PISAC classique qu'on a fait le plus au niveau vache-veau, c'est celui qui parlait d'optimiser la résistance immunitaire des élevages vache-veau. Ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est quelque chose qui est gratuit. Contactez votre clinique vétérinaire pour être capable d'avoir beaucoup d'informations au niveau colostrum, au niveau vaccination. C'est très intéressant. Puis encore là, c'est gratuit. Donc, vous avez une discussion pendant 2 heures avec un vétérinaire qui connaît votre élevage ou qui apprend à le connaître. Sinon, dans cette portion de PISAC-là, il y a une portion où le vétérinaire va vous faire un protocole de vaccination, un programme de vaccination, pardon, pour vaches, taureaux, taures et veaux. Ce protocole-là peut être refait aux 2 ans, étant donné que les exigences en vaccination peuvent changer, que les vaccins peuvent changer, puis que vos besoins vaccinaux aussi peuvent être différents. Donc, aux 2 ans, c'est possible de refaire la portion seulement vaccinale. Encore là, c'est gratuit. Catherine? Donc, OK. Première image. Je me disais qu'on allait peut-être avoir des interactions directes, mais là, étant donné que c'est plus écrit, ben, on va y aller un peu comme ça. Ce que je veux savoir, c'est un peu si vous avez une vache chez vous qui est dans le box de village puis qui vous présente ça, c'est quoi vos différents diagnostics? Donc, ce que moi, j'avais marqué comme possibilité, ça va être les 4 suivants. Catherine, tu pourras avancer les 4 exactement. Donc, présentation postérieure, donc un reculon, qui est celui qui est le plus probable qu'on voit vraiment ici. Est-ce que ça serait possible d'avoir une présentation antérieure, donc un veau qui devient du devant, mais qui est plus sur le dos qu'à plat ventre? Est-ce qu'on pourrait avoir une torsion utérine? Est-ce que ça pourrait être des jumeaux? Donc, c'est toutes des options qui sont
relativement possible. Donc, ce que je veux que vous teniez en compte quand vous voyez ça, c'est, tu peux cliquer Catherine, c'est que la seule manière de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est d'aller mettre la main dans la vache. Donc, si vous êtes capable de trapper votre vache rapidement, de faire ce qu'il y a à faire au niveau hygiène, nettoyer, mettre un gant de fouille, aller voir, vous allez être capable de dire, OK, c'est beau, parfait. Oui, je sais c'est quoi. Oui, je pense savoir c'est quoi. Donc, c'est vraiment la seule manière parce que là, en voyant ça, moi, ce que je détecte, c'est une situation qui est à risque. C'est pas un VLH qui va se faire tout seul. Peu importe laquelle des quatre options. Puis la principale, c'est celle qu'on voit en haut, là, un reculon. Donc, si vous ne mettez pas la main dedans, vous attendez que la vache veille, fort probablement que ça va aboutir avec un veau mort, puis une vache qui va être épuisée, donc qui va avoir plus de difficultés à repartir après. Quelque chose qu'on voit de temps en temps aussi, qu'on est appelé en tant que vétérinaire, c'est des producteurs qui vont nous dire qu'ils ont une vache qui a un village de reculon parce qu'ils ne trouvent pas la tête, parce que la tête n'est pas là. Puis, dans le prochain diapo, il va y avoir une petite vidéo qui va vous montrer vraiment comment ça fonctionne au niveau de vous assurer que c'est une présentation antérieure ou postérieure, juste au niveau des articulations des pattes. Catherine, tu peux la partir, s'il te plaît. It is helpful to remember that if you are dealing with a front limb, the first two joints will bend in the same direction, whereas if you are dealing with a hind limb, the first two joints will run in opposite directions. Donc, si on a une présentation antérieure, puis ça se peut qu'on ait une tête retenue. Donc, on a deux pattes, puis on n'a pas d'autre chose que ça, puis on se demande si ça pourrait pas être un reculon, malgré que la position n'est pas parfaite. Bien, si les deux premières articulations de la patte qui se présente à vous plient dans le même sens, c'est des pattes avant, donc une présentation antérieure. Si les deux articulations plient dans des directions différentes, ben, c'est un membre postérieur. Donc, déjà là, en sachant que c'est un veau qui vient du devant et qui n'a pas de tête ou un reculon, ben, ça vous permet de vous orienter. Parce que tantôt, ce que je commençais à dire, c'est que des fois, on va avoir des présentations, le monde dit j'ai pas de tête, c'est un reculon, je tire, ça ne vient pas. Ben, des fois, c'est que la tête elle va être retenue. Puis plus les producteurs vont tirer, plus ce qui va se passer, c'est que la tête va s'éloigner plus dans l'abdomen. Là, elle devient pas mal plus difficile à aller chercher par après. Avoir su que c'était une présentation antérieure, ben, vous auriez au moins pu chercher la tête avant de tirer sur un veau qui n'avait pas de tête de disponible pour sortir. C'est bon? Merci, Catherine. Dans votre coffre de vêlage, encore là, si ça vient du BCRC, vous devriez avoir tout ce qui est présenté sur cette photo-là, que ce soit des gants de fouille, des petits gants aussi pour travailler question d'hygiène, d'avoir les mains propres, une chaudière avec de l'eau chaude, un gallon ou n'importe quel savon désinfectant qui va permettre de garder l'environnement et la vache, la vulve propre, les mains propres avec les gants, lubrifiant, sinon un lasso de vêlage, des poignées de vêlage et les chaînes de vêlage. Moi, ce que je rajouterais à ça, c'est un rouleau d'essuie-tout, n'importe quelle guenille, qui va vous permettre de, si jamais il y a du fumier qui vient contaminer la vulve, la veileuse, n'importe quoi, vous allez pouvoir l'essuyer, pardon, puis être capable de garder l'environnement propre. Moins vous allez contaminer l'intérieur, que ce soit au niveau vaginal ou utérin de la vache, plus vous allez avoir une vache qui va avoir une santé reproductrice pour être capable de recoller à la prochaine gestation puis éviter des infections. Je rajouterais à ce kit de vêlage-là, non, c'est bon. Je rajouterais au kit de vêlage parce que si jamais ça se complique, c'est pas le temps de courir à l'autre bout de la grange pour aller chercher ce qui manque quand l'adrénaline vient d'augmenter puis que là, vous dites, je vais perdre mon veau. Fait que la veileuse ou n'importe quel système qui peut vous donner de la force pour sortir un veau, un lubrifiant qui va être comme le J-Lube, qui va être vraiment plus résistant, qui ne se lavera pas facilement, qui va rester quand ça sort plus serré. De l'eau froide, si jamais on a un veau à ressusciter, tantôt vous allez avoir une petite vidéo qui va montrer comment l'utiliser. Puis une serviette pour stimuler le veau, sécher, brasser le veau, qui va venir d'un aide puis qui a besoin d'une stimulation plus qu'un veau standard. Donc, si vous rajoutez ça, vous gardez tout ça en même place, ensemble, près du box de vêlage, de la section de vêlage, propre et disponible, ça va être un gros plus pour vous autres. OK.
Parmi les fiches, tantôt que je parlais du BCRC qui avait été traduite en français, en voilà une. Au niveau de l'arbre décisionnel pour un vêlage. Donc, ce que vous voyez là, c'est les différentes options à travers lesquelles vous pouvez progresser suite à un vêlage. Donc, on voit dans le coin en haut à gauche les phases du travail, qu'est-ce qui se passe, comment ça avance. Après ça, la phase du travail numéro 2. Puis moindrement que ça avance, il peut y avoir présentation normale, Vauquinet, tout va comme pour le mieux rapidement. Sinon, n'importe quel signe de détresse ou présentation normale, comme on a vu tantôt avec la photo que j'ai présentée, va vous permettre d'avoir une liste de choses à faire qui va mener soit à une intervention de votre part, soit à l'appel au vétérinaire, ou soit à différentes options comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourriez avoir qui pourrait être utile pour vous si vous avez moins d'expérience, si vous ne savez pas trop nécessairement qu'est-ce qu'il y en est, juste pour avoir un processus décisionnel qui est bien fait, puis qu'à un moment donné, vous ne tardez pas trop avant d'appeler le vétérinaire, ou si vous n'avez pas besoin de l'appeler, vous ne l'appelez pas, tout simplement. Suivant. Au niveau des vélages, différentes présentations qu'on va voir. Il y a la présentation standard, donc 2 pattes avant avec la tête. Ce qu'on va voir à gauche, c'est un col qui est non dilaté. Tu peux cliquer une fois, Catherine, s'il te plaît. Donc, la différenciation à faire avec un col non dilaté, où est-ce que le veau est encore de l'autre côté, que les membranes sont intactes, puis le processus de vélage n'est pas encore amorcé, il faut la différencier de la torsion utérine qui pourrait être faite sur un utérus ou une vache qui n'est pas nécessairement très, très dilatée. Torsion utérine, je vais vous montrer un petit peu plus tard, c'est vraiment il y a des axes de torsion, puis il y a les tissus internes de la vache que vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas position standard. C'est pas normal. Donc, un col dilaté, tout simplement, c'est d'attendre. Torsion utérine, plus on attend, plus la vie du veau peut être en danger. Donc, c'est pas tout le temps évident. C'est pas simple à diagnostiquer à chaque fois. Mais n'oubliez pas que s'il n'y a rien qui se passe, ça ne bouge pas, puis vous avez quelque chose au niveau vaginal, quand vous mettez la main qui est bizarre, ça se pourrait que ce soit ça. Donc, présentation postérieure, c'est un reculon. Les 2 pattes sont là. Si vous regardez en bas, présentation par le siège, dernier en bas à droite, c'est la même position, sauf que les 2 pattes sont repliées vers le ventre du veau. Donc, les deux vont sortir de la même manière, mais il y a un travail supplémentaire à faire pour la présentation par le siège. Sinon, les 2 présentations avant ça, on a une patte retenue, puis on a des têtes retenues. Donc, tous les morceaux sont là, mais ne sont pas nécessairement accessibles pour sortir. Donc, c'est vraiment important de replacer ce qu'il y a à replacer avant de tirer. Puis, il y a quelque chose, c'est bon, Catherine, tu peux avancer. Puis, il y a quelque chose que je n'avais pas nécessairement lu avant, puis ça va apparaître bientôt, là, c'est la règle des 3, puis ça fait du sens. C'est si il n'y a pas 3 morceaux ou des morceaux sur lesquels on peut tirer, on ne peut pas tirer le veau, on ne peut pas sortir le veau. Donc, si on a 2 pattes, une tête, on a nos 3 morceaux. Si on a 2 pattes et une queue, on est capable de tirer, d'avoir notre reculon qui se présente bien. La queue est à surveiller pour être certain qu'elle n'accroche pas au plafond vaginal de la vache. C'est vraiment les 2 pattes et la queue qui sont disponibles, on peut tirer. Donc, aussi positionnement des chaînes. Positionnement idéal, il va y avoir 2 tours, 2 loupes qui vont être faites pour être capable d'avoir la pression qui va être répartie de manière plus uniforme sur la même patte. Donc, vous remarquez que le nœud passe vraiment sur le dessus de la patte et non en dessous ou sur le côté. En passant sur le dessus, ça nous permet de mieux orienter le veau lors de la sortie. Puis, on va éviter de faire des dommages au niveau des tissus mous qui sont ligamentaires, qui sont en dessous de la patte en tirant de l'autre côté. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire 2 tours, peu importe la raison, parce que les chaînes ne sont pas assez longues, parce que c'est mal placé, c'est trop loin, ou vous n'êtes pas assez habile pour le faire, vous pouvez en faire seulement un. L'importance, exactement, merci Catherine, c'est de le placer à la bonne place. Si vous le placez vraiment juste au-dessus du boulet, par en dessous des petits ergots, un os qui est relativement court et assez fort qui va être là, donc vous pouvez tirer, ça va bien aller. L'erreur à ne pas faire, c'est de le mettre dans le haut où se trouve la première loupe qui est plus proche du nez sur la photo de droite.
Parce que cet os-là est plus long, plus fragile, puis ça va être une histoire de fracture dans bien des cas quand il va y avoir un peu trop de pression qui va être mise. Donc, position des chaînes, bien important. Tu peux avancer encore. Donc, la règle de 3 que je vous parlais tantôt, c'est 2 pattes, une tête ou 2 pattes, une queue pour les vélages du reculon. Au niveau des dystocies, il y a une multitude de facteurs qui peuvent influencer. En rouge, je l'ai mis parce que c'est plus question de bovin de boucherie en général, la génétique. Il va y avoir des croisements, il va y avoir des races qui vont avoir un potentiel de grosseur de veau beaucoup plus important ou de facilité de vélage de la mère qui va être moins importante. Donc, il va y avoir une portion génétique. Sinon, au niveau régie, est-ce qu'on a des vaches qui ont fait de l'exercice ou pas, des vaches qui sont attachées? C'est tous des facteurs qui peuvent influencer la facilité du vélage. Donc, présence de dystocie. Au niveau de l'âge, les taures vont être plus susceptibles d'avoir des dystocies. Les vieilles vaches peuvent avoir des problèmes métaboliques qui vont amener à un vélage moins facile. Le nombre de veaux, si on en a seulement qu'un ou si on en a deux, c'est pas tout le temps évident de bien prendre l'ordre pour les sortir. La présentation standard du devant versus un siège versus un reculon, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, que la vache ne contrôle pas non plus, qui va faire que le vélage facile ne se fera peut-être pas. Sinon, au niveau alimentaire, la préparation de la vache pour être prête à véler, puis ça va influencer au niveau son apport en énergie, en protéines et en minérales. Même chose pour la grosseur du veau. Des animaux qui vont avoir été poussés beaucoup au niveau alimentaire, les veaux vont être plus gros, donc plus potentiellement difficiles à sortir, plus des tares en même temps. Donc, comment diminuer ces chances-là? Dans une boucherie, c'est d'essayer d'avoir une saillie avec un taureau qui va avoir une certaine facilité de vélage. On peut avoir un taureau facile de vélage pour des tares, puis quand je dis une certaine, des vaches de 15, 16, 1700 livres qui sont rendues à plusieurs vélages, qui ont beaucoup de passages, puis qui sont capables de sortir des veaux de 110 livres et plus, c'est pas nécessairement une mauvaise idée parce que ces veaux-là ont déjà un certain poids qui est fait. Donc, vous avez de l'avance à 110 livres sur un veau versus un veau de 70 livres. Mais c'est vraiment essayer d'avoir un bon match taureau et vache en fonction de l'âge, en fonction de la charpente aussi. D'avoir une condition de chair qui est adéquate. Plus les vaches vont être maigres, plus ça va être difficile d'avoir de la force puis d'être en bonne shape pour sortir ces veaux-là. Versus une vache trop grasse aussi, ça va être plus problématique de véler, puis ça peut amener des problèmes. Si jamais vous regardez la photo en haut à droite, le bassin d'une vache va être fait il est plus long que large. Donc, ce que ça montre ici avec la rotation qu'on voit avec la petite flèche, c'est que si jamais vous avez un veau qui est barré aux hanches ou que vous pensez que ça va être gros, ça va passer serré, c'est toujours possible de faire une rotation d'à peu près 45 degrés. Pas besoin de faire quelque chose de 90 degrés puis l'amener complètement sur le côté, mais juste faire un 45 degrés en twistant le veau, que ce soit de l'avant ou du reculon, va vous permettre de passer un plus gros veau dans le même bassin de la vache avec moins de dommages, puis plus rapidement. Donc, peut-être la différence entre un veau mort et vivant. Donc, ça peut être pour les devants comme le derrière, puis c'est de permettre de passer au niveau des hanches ou des genoux, vraiment, quand l'arrière-train va venir bloquer. Autre petit truc, des fois, qui peut être intéressant, puis il y a des véleuses qui sont faites comme ça, où est-ce qu'ils vont tirer en alternance au niveau des pattes. Donc, si on a un devant au niveau thoracique qui arrive, puis que ça rentre serré au niveau du bassin de la vache, si en tirant en alternance, on est capable de passer une première épaule ou un coude en même temps, puis après ça, ramener le deuxième, ben, au lieu de tout rentrer ça en même temps, si on le rentre de manière plus successive, ça peut permettre d'avoir un veau qui va mieux s'engager ou qui va s'engager tout simplement, qui n'aurait pas rentré si jamais on n'avait pas fait ça. Un veau qui va survivre à une dystocie n'est pas nécessairement sorti du bois. C'est pas parce que le gros vélage qui a fini avec un veau vivant que la game est nécessairement gagnée. Ces veaux-là vont avoir 2,4 fois plus de chances d'être malades dans les premiers 45 jours de vie, selon certaines études. 10 à 15 plus de chances d'être traités pour des maladies, puis 9 à 18 plus de chances de mortalité. Donc, le soin du vélage comme tel va être suivi par des soins pour les premières journées, s'assurer que tout va bien, puis que ce veau-là parte avec pas trop de retard par rapport aux autres.
Le diagramme du bas, je trouvais ça intéressant. Non, on revient en arrière, Catherine, merci. Le diagramme du bas, c'est pour vous montrer un peu de la manière que le veau va s'enligner. Quand on sort, puis on travaille, mettons, à bras ou avec la veileuse, le veau doit commencer par s'enligner de l'utérus vers le vagin puis la vulve. Donc, il va monter plus, avoir une courbe vers le haut. Après ça, quand le thorax va passer, il va être pas mal à plat. Puis, quand les hanches passent et glissent avec les membres postérieurs, ben là, c'est plus vers le bas. Ça fait que ça peut orienter de la manière dont vous tirez ou dont vous gérez votre veileuse. Ben, si vous placez votre force, votre source de force comme la veileuse n'est pas dans le bon axe, ça se peut que vous ayez de la misère à sortir le veau ou ça se peut que ce soit vraiment plus challengeable pour la vache et le veau. Catherine? Donc, tantôt, je parlais de torsion utérine. C'est vraiment d'être capable de mettre la main au niveau vaginal, puis même des fois rectal, pour être capable d'aller sentir tout ce qui se passe là-dedans. Donc, dans celle qui est marquée horaire, c'est que vous voyez les ligaments qui sont passés, celui de gauche passe par-dessus, puis celui de droite passe par-dessous. C'est qu'au lieu d'avoir un alignement qui est normal où tout arrive un à côté de l'autre, ben, il y a vraiment une torsion qui a été faite en sens horaire. Donc, quand vous allez mettre votre bras dans la vache, tantôt je parlais de col non dilaté, des fois, ça se peut que ça soit pas mal fermé, que vous dites, voyons, j'ai pas accès au veau, il me semble que ça n'a pas de l'air quelque chose que je peux travailler. Ben, de mettre votre main là-dedans puis de se dire, OK, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Déjà là, c'est la première étape qui est intéressante parce que vous allez dire, OK, c'est beau, j'appelle le vet parce que là, ça ne sortira pas de main. D'un autre côté, si vous connaissez ça assez, c'est peut-être le genre de situation où vous pourrez vous-même essayer de détordre la vache. Puis il y a des torsions, principalement, vous allez vous en rendre compte au niveau vaginal et utérin. Plus souvent qu'autrement, ça va être vaginal. Mais horaire et anti-horaire, ça peut tordre dans les deux sens. Catherine? OK. Petit diapo. Pour ceux qui sont habitués de pendre des veaux pour essayer de les ressusciter quand ça va mal, ça, j'ai appelé ça position de récupération là, en anglais, il parlait de recovery. Ça fait que c'est de voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Tu peux le partir. The day that a calf is born is going to be the highest risk day of its entire life. So it's important producers are prepared with some tools that they can use to help keep calves alive. The first thing we're going to want to do is put that calf in the calf recovery position. That means getting it up on its chest and pulling its back legs up towards its armpits. And what this does is allows both of those lungs. OK, merci. Dans le fond, là, la position, le veau couché sur le côté, puis je vais le faire un peu la traduction pour ceux qui auraient peut-être plus de misère à comprendre, mais le veau sur le côté, il va avoir de la difficulté à permettre l'expansion des poumons. Donc, tandis que si on le couche vraiment sternal, droit comme ça, avec les quatre pattes vers l'avant, ça va être beaucoup plus simple pour lui de respirer, puis que l'air rentre au niveau des poumons, puis qu'il puisse vraiment prendre ses bouffées d'air. Quand il y a des veaux, des fois, qui vont, suite à la naissance, qui respirent la gueule ouverte, puis vous voyez que les yeux sont vraiment challengés, là, ben, c'est le genre de position qui va aider à permettre une respiration plus facile. C'est bon, tu peux y aller. Equal opportunity to expand and fill with air, and putting those legs forward means that calf is stable and it can't just flop back over onto its side. The next thing we're going to want to do is take a clean hand and remove any fetal fluids that might be in that calf's mouth, because we don't want anything in there that's going to be in the way of that calf bringing air into the lungs. If it doesn't breathe right away, we can then stimulate it by rubbing it vigorously. We can stick a finger in its ear, give it a wet willy. We can pinch the nose, give that head a little shake. We can also use a piece of pokey straw to poke the nasal septum, which is that piece of tissue that separates the two nostrils on the inside. We can either splash some water on the back of the calf's neck or on its face, or we can squirt a little bit of water into the ear. Not too much or too hard, because we don't want to create ear infections, but that just tricks the body into thinking that the calf might be drowning. So they gasp and they fill those lungs with air. If they're not breathing and they don't... C'est bon. Tout ce que vous avez vu là, c'est tout des stimulants pour la respiration. Un veau, plus il va être frotté, plus il va être allumé. Quand la paille au niveau du septum internasal qui va essayer de stimuler la respiration, l'eau froide dans les oreilles. Ce qu'on veut, là, c'est que ce soit un veau qui s'active, qui devienne
euh, plus alerte, puis qu'il soit capable de respirer par lui-même, soit de prendre sa première respiration ou de vraiment être capable d'enfiler quelques respirations productives où est-ce que l'air va rentrer, puis que là, tranquillement, il va s'améliorer. C'est bon. Have a heartbeat, odds are that calf's not viable, so there's not too much we can do. But as long as there's a heartbeat, I'm going to keep trying to get them to breathe. What we don't want to do is hang calves over a gate. This has been something people have done traditionally because you end up getting fluid that drains out of the calf's mouth. Unfortunately, this fluid isn't coming from the lungs like people always believed. It's actually mostly coming from the stomach. So it's not achieving what we think it's achieving. The other thing that it does do, though, is gravity is then pushing the abdominal contents or the intestines of this calf down against the diaphragm, actually making it harder for those lungs to expand. Deux choses. Quand vous suspendez des veaux comme ça, ce qu'elle a dit, c'est que le fluide qui va sortir, ça ne sort pas des poumons. Tout le liquide qui sort du système digestif de l'estomac. Donc, des fois, on va dire crème, il se vide, mais ça ne vient pas de la place où on veut que ça vienne pour faciliter la respiration. Sinon, en le mettant comme ça, on veut faciliter sa respiration. Tout ce qui est digestif, l'estomac, les intestins, descend, puis va venir mettre de la pression sur les poumons puis le diaphragme. Donc, ça, c'est tout sauf pour aider. Puis, c'est ça. Dernière chose, quand je fais un vélage, moi, puis le veau tomateur, première chose que je vais faire, c'est de mettre la main au niveau du cœur. Si on a un battement cardiaque, si on a un veau qui est vivant, on va activer les choses pour être sûr qu'on va tout faire ce qui est possible pour le sauver. Si en mettant la main au niveau thoracique à gauche, on se rend compte qu'avec 10-15 secondes, on n'a aucun battement, mais on a un veau qui est mort. Donc, prenez le temps des fois d'évaluer qu'est-ce qu'il y en est rapidement pour dire, OK, est-ce qu'on a un veau vivant? Est-ce qu'on s'acharne sur lui puis on va faire tout ce qu'on peut pour le sauver? Ou s'il est déjà mort puis ça ne sert absolument à rien? C'est bon. Is something very simple and easy to incorporate. Every once in a while, we kind of uncover a stone and realize that there's a new, better way to do things that makes more sense. Un autre petit vidéo qui est disponible sur BCRC. J'ai mis dans un petit carré bleu analgésique. Quand vous avez des vélages qui vont finir comme ça, et ça peut être pour la vache comme pour le veau, est-ce que c'est un vélage qui est long, qui est pénible, vous avez tiré, ça a niaisé, vous n'avez pas été nécessairement pu avoir un vélage facile. Une dose d'analgésique, à la vache et au veau va être une bonne idée pour que les deux se sentent plus confortables puis qu'ils pensent plus à téter, boire, se lever ou s'occuper de son veau et non à la douleur qui fait que ça ne lui tente pas de faire ce qu'ils ont à faire. C'est bon? OK, on est rendu au colostrum. La synthèse du colostrum va se faire sur environ 5 semaines. Donc, ça va être vraiment la source d'anticorps maternels qui va aider à prévenir les maladies néonatales chez le veau. On va en parler un petit peu plus tard des 3 plus communes qu'on voit, jusqu'à temps que le système immunitaire du veau développe le sien, qu'il devienne avec son propre système immunitaire. Contrairement à bien d'autres sources de liquide comme électrolytes, du lait normal, le colostrum va vraiment être la première source de nutriments après la naissance. Il y a beaucoup plus de matières grasses, de protéines, de minéraux et de vitamines que du lait standard. Le colostrum va aider à vraiment partir le veau, à le réchauffer, à activer le système digestif, avoir un veau qui va se lever, qui va devenir actif, qui va être capable de fonctionner pour amener une vie normale. Puis on va parler de transfert d'immunité passive. Le TIP, là, c'est la quantité de colostrum donné de bonne qualité dans un délai, dans un timing qui est bon. Donc, vous pourriez donner beaucoup de colostrum de mauvaise qualité, il n'y aura pas le même effet. Les protéines totales ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc, si on a un transfert d'immunité passive qui échoue, statistiquement, il y a 1,6 fois plus de chances que le veau tombe malade. De ce côté-là, ça va dépendre un peu aussi du challenge. Il y a des animaux qui peuvent avoir un système immunitaire moins bon avec moins de colostrum et tout ça. Mais si la grange est hyper clean, il n'y a pas beaucoup de maladies, ils n'ont pas nécessairement besoin du meilleur système immunitaire au monde pour passer à travers. Tandis qu'il y en a que les transferts d'immunité passive peuvent être excellents, mais si le challenge au niveau
environnementale en maladies, bactéries et tout ça est énorme, mais ça se peut que ce ne soit pas assez dans tous les cas. Et donc 2,7 fois plus de risque aussi de mourir avant le sevrage. C'est pas juste une histoire de mourir dans les premiers jours, dans les premières semaines. Il peut y avoir des veaux qui vont avoir des problèmes respiratoires ou digestifs ou de système immunitaire en général, qui vont en mourir, qui vont avoir des problèmes de santé à des âges de 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, donc au moment du sevrage. Autre chose qui a été prouvée, plus dans le vache-veau, bovin de boucherie, ça permet d'augmenter le poids moyen quotidien des veaux de boucherie. Donc, le gain, pardon, de poids moyen quotidien. Donc, plus le système immunitaire va être performant, plus le gain moyen quotidien va être amélioré. Il y a le même lien qui existe entre la qualité de transfert d'immunité passive et la circonférence scrotale chez les taureaux. Et j'imagine que vous savez que la circonférence scrotale est un lien direct avec la fertilité, une amélioration de la fertilité de la descendance, que ce soit mâle ou femelle. Donc, de gérer un transfert immunitaire de meilleure qualité pourrait aider à la fertilité de la descendance de cet animal-là. Ça peut avoir des impacts dans plusieurs élevages sur plusieurs années, étant donné que si le taureau est capable de vivre longtemps et d'avoir beaucoup de descendance, ça peut avoir un impact sur plusieurs années. OK. Donc, rien qui peut remplacer le colostrum. C'est pas des électrolytes, c'est pas de l'eau, c'est pas du lait, c'est vraiment du colostrum qu'il faut qu'il soit donné, rien d'autre. Un autre fiche du BCRC qui a été traduite en français. Parmi les choses à faire, vous allez voir là, qu'on va dans la rangée de gauche, en colonne de gauche, pardon, avec en vert. Toute la vaccination que vous faites de votre élevage va amener des anticorps qui peuvent être transmis dans le colostrum. Donc, si votre vaccination est à jour, vous améliorez les chances que les veaux qui vont boire du colostrum des vaches de votre élevage aient un système immunitaire qui est le plus complet possible. Bien important, puis on va en reparler un petit peu plus tard, il faut avoir 2 litres de colostrum dans les 2 premières heures de vie le plus possible. On parlait de 100 grammes d'immunoglobuline, les IgG étant un minimum pour former le système immunitaire. Puis le colostrum, ce qu'on veut, c'est le colostrum, idéalement, de votre élevage ou colostrum en poudre pour être capable d'avoir une protection qui est intéressante. On n'a pas le colostrum de d'autres élevages parce qu'il peut y avoir des maladies qui vont être transmises de cet élevage-là au vôtre. Sinon, dans la colonne de droite, il y a différents, puis ça, je vais vous montrer dans la prochaine diapo, là, il y a différentes qualités de colostrum en fonction des quantités de protéines. Donc, il faut donner la bonne qualité si on veut remplacer un colostrum manquant d'une vache morte ou qui n'a absolument aucun colostrum, ou si on veut supplémenter le colostrum d'une vache qui n'en aura peut-être pas nécessairement eu assez. Essayez de donner la chance au veau de le boire au biberon, parce que plus le veau va le boire au biberon, meilleures vont être les chances que le colostrum va être absorbé puis s'en aller à la bonne place versus s'il est gavé, ça va aller dans le rumen, ça peut être un peu plus long avant qu'il soit absorbé. Mais si vous êtes mal pris, de gaver, c'est une excellente option aussi. Sinon, quand vous décongelez le colostrum, c'est vraiment pas au micro-ondes, c'est bain-marie, chaud, pas trop chaud pour éviter de brûler les protéines qui sont justement nos anticorps qui vont être transmis au veau. Donc, on veut garder les bonnes protéines pour les transmettre au veau et non les brûler. On change, Catherine, s'il te plaît. Donc, on parlait de 100 grammes, là. 100 grammes, c'est un gros minimum. C'est pas l'idéal. Si on est capable d'en donner plus, on veut en donner plus. Ensuite, donc, en rouge, on parle de 2 litres. Donc, 200 grammes d'immunoglobuline. En bleu, plus au niveau laitier, ça va être 4 litres qui vont donner les mêmes 200 grammes. Je vais vous expliquer un peu pourquoi tantôt, d'immunoglobuline. Donc, le lien à faire, c'est vraiment au niveau de la quantité avec une qualité qui peut être évaluée au réfractomètre pour voir la qualité du colostrum. Sinon, une autre manière de l'évaluer, c'est de prendre des tubes de sang chez les veaux qui ont entre 24 heures et 7 jours d'âge pour voir si le transfert de l'immunité passive qu'on parlait tantôt a bien été fait. Vous pensez avoir donné rapidement du bon colostrum en bonne quantité. La manière de le prouver, c'est d'évaluer si les protéines totales d'un veau, si le nombre est suffisant. Puis, encore là, ce n'est pas nécessairement juste de prendre un veau parce que ça se peut que ça ait mieux été chez lui ou moins bien été. Si vous êtes capable de vous rapprocher d'un 8-10 veaux, d'avoir des échantillons sanguins qui vont vraiment vous donner une moyenne qui va être valable de la qualité du transfert de l'immunité passive.
et le moment de le donner plus rapidement dans les 2 heures, si possible, suivant la naissance. Donc, la recommandation, vache veau, bovine boucherie, 2 litres de colostrum de bonne qualité dès que possible. Dans le laitier, on va parler de 4 litres. Catherine, 2 coups, s'il te plaît. Donc, vache laitière, la différence vient que le colostrum d'une vache laitière va avoir environ 40 à 50 grammes d'immunoglobulines par litre, tandis que la vache de boucherie, on va parler plus de 100 grammes. J'ai eu une discussion avec Dr. Virginie Filteau de Vétoquinol à ce sujet-là, puis la différence va être vraiment au niveau de la qualité du colostrum des vaches laitières versus des vaches de boucherie. Ensuite, de la manière que c'est fait, tantôt on disait 2 heures suivant la naissance. L'objectif, c'est de donner la bonne quantité le plus rapidement possible. Si le veau veut boire, pardon, tout son 2 litres d'un coup, puis même plus, pas de problème, vous y donnez. Puis vos laitiers, le 4 litres, vous y donnez. Il n'est pas question de prendre de pause parce que la manière que le système digestif est fait au niveau des intestins chez le veau, ce qui va se passer, c'est que les alvéoles, ben pas les alvéoles, mais les trous qui vont être au niveau intestinal, qui vont absorber les anticorps, sont les mêmes qui peuvent absorber les virus, les parasites et les bactéries. Donc, on veut que ces trous-là soient fermés le plus rapidement possible avec des protéines, justement des immunoglobulines, les IgG, du colostrum. Donc, on donne pas 1 litre, on prend une pause, puis on vient plus tard. C'est tout ce qu'il veut boire le plus rapidement possible jusqu'à temps qu'il ait plus faim, on le donne. Donc, exactement. Pourquoi, au niveau des recommandations, un veau Holstein de 110 livres, mettons, recevrait 4 litres de colostrum versus, donc il a soif, il est capable de le boire, il le veut, versus le veau charolais du même poids en boirait juste la moitié ou en recevrait juste la moitié. La différence va venir que le veau de boucherie, on veut qu'il y ait un lien maternel qui se développe avec sa mère. Donc, le veau Holstein qui va recevoir son 4 litres puis qui va aller ronfler pendant 12 heures, il n'y a aucun problème. Il a eu son système de défense, son système immunitaire est fait, puis quand il va vouloir boire, il va pouvoir boire, il n'y a pas de problème. Si le veau de boucherie dort pendant 12 heures, dans des cas de vélage difficiles, dans des cas de tort ou des veaux un peu plus niaiseux, ça se peut que le lien maternel se fasse moins bien. Puis c'est pas quelque chose qu'on souhaite dans le vache-veau en général. Donc, étant donné qu'on a un colostrum qui est 2 fois plus concentré en frais d'IgG, il n'y a pas besoin d'en boire autant. Ça va lui permettre de revenir boire un autre litre ou un autre 2 litres 8 à 12 heures après pour dire qu'il va être capable de fonctionner, puis même avant ça, puis que le lien avec la mère va bien se faire. C'est bon? Donc, tu peux cliquer 3 fois, s'il te plaît, Catherine. C'est différents suppléments de colostrum que vous pouvez acheter probablement dans vos cliniques, que nous, on en vend des comme ça, sauf celui de droite qui il serait seulement disponible aux États-Unis. Ce que j'ai entouré avec l'étoile, c'est le nombre d'IgG. Donc, il y a un 50 grammes à gauche, un 100 grammes au centre, puis un 200 grammes à droite. C'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes qualités, puis c'est pas les mêmes fonctions. Si vous avez besoin de remplacer du colostrum en entier, ben, il faudrait un colostrum qui a le plus d'IgG possible, donc celui de droite si possible. Si vous avez besoin de supplémenter parce qu'il en a manqué un peu, celui de gauche, celui de centre peut donner une chance. Pardon. OK, tu peux changer, Catherine. Quand devoir intervenir, puis ça, je le mets en rouge parce que souvent, ça va être vraiment plus quelque chose au niveau du vache-veau, de bovine boucherie. Le veau Holstein qui va naître, puis qui a été difficile, comme celui que le vélage a été facile, ben, le producteur va s'occuper de gérer le colostrum et d'en prendre soin. Quand c'est une histoire de veau de boucherie qui va devoir boire après sa mère, un peu comme la situation des vélages tantôt, il faut savoir quand intervenir. Si on pense que ça va bien aller parce que tous les critères sont positifs puis que le veau va bien boire, que la vache est tranquille, pas de problème, on peut laisser aller les choses. Si on pense qu'il y a risque de complications puis que ça va prendre de l'énergie du temps, bien, plus on va le faire rapidement, plus ça va être bénéfique pour le veau. Donc, dans des situations où il y a des jumeaux, des veaux faibles, suite à un problème de santé ou un problème de préparation, des veaux qui n'ont pas de réflexes de tétée évidents, des vélages difficiles qui ont été longs, qui ont été problématiques puis douloureux pour les animaux, que ce soit la vache
ou le veau. Des pies qui vont être décrochés avec des gros trayons que c'est pratiquement impossible que le veau soit capable de se les mettre dans la gueule pour pouvoir têter. Ou des vaches qui vont être nerveuses, à la limite folles, que vous savez qu'elle ne laissera pas têter son veau parce qu'une tare qui ne comprend peut-être pas ce qui se passe non plus. Fait que dans des situations comme ça, c'est vraiment à vous de dire, OK, le veau ne boira pas son colostrum dans les 2 heures, c'est quasiment sûr. Au lieu de niaiser et d'attendre, allez-y, intervenez, puis ça va donner la chance d'avoir un veau qui va être en meilleure forme, puis vous allez pouvoir aller vous coucher pas trop tard non plus. OK, suivant. C'est bon, une autre fois. Ce que vous allez avoir besoin pour l'intubation, une paire de gants pour être certain que les mains restent propres, un sac à gaver, idéalement avec une boule à l'extrémité. Pour le positionnement du veau, on va chercher à travailler avec un veau qui est debout. Ça va être plus sécuritaire pour lui. Idéalement, c'est de le placer dans un coin, le derrière reculé dans le coin. Ça va éviter qu'il bouge trop. Moins il va avoir de contention, mieux ça va être, moins il va se débattre. Pour l'intubation, on ouvre la gueule, tranquillement, on met le tube dans la gueule, puis on laisse le veau avaler. Si jamais on n'est pas certain, si jamais ça n'a pas l'air de fonctionner, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on ressort, puis on recommence. On pousse pas. Le veau avale, le veau avale. Je m'assure qu'on est à la bonne place. C'est bon, on est correct. On ouvre la valve. On va contrôler la vitesse avec laquelle ça va rentrer à la hauteur qu'on garde le sac. Quand on a terminé de donner le contenu du colostrum, ce qu'on fait, c'est que tranquillement, on retire le tube. En retirant, on s'assure d'avoir bloqué la descente du colostrum. Une fois que l'intubation est terminée, tout ce qui reste à faire, c'est de rincer avec de l'eau tiède pour enlever ce qui reste de colostrum ou de lait, de nettoyer avec de l'eau savonneuse plus chaude, rincer et suspendre pour permettre de sécher. À la suite de ça, vous allez pouvoir être capable de le remiser pour la prochaine utilisation, puis il va rester propre entre-temps. Idéalement, vous devriez avoir un sac à gaver pour le colostrum, les veaux naissants, pour qu'il reste propre et qu'il n'y ait pas de contamination. Et un autre sac à gaver pour les veaux qui sont atteints de diarrhée dans lequel vous allez donner des électrolytes. Comme ça, on minimise les chances qu'il y ait des problèmes de transmission d'un animal malade vers un animal qui n'est pas malade. Donc, il y a plusieurs éleveurs qui intubent eux-mêmes, qui ont appris. C'est quelque chose qui fait quand même assez bien. Il y en a plusieurs aussi qui n'aiment pas ça parce qu'ils sont conscients que si ça ne fonctionne pas, ça peut être un veau mort noyé. Tant que vous ne laissez pas descendre le liquide, que ce soit du lait, du colostrum ou des électrolytes, il n'y a aucun danger. C'est sûr qu'on ne veut pas intuber au niveau de la trachée trop souvent, mais vous pouvez ressortir sans problème.
Puis vous allez être capable de reprendre la bonne position pour pouvoir administrer ça. Fait que si vous ne l'essayez pas, c'est un peu comme les VLH. Si vous ne mettez pas votre main dans la vache pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pour essayer de comprendre ce qu'il y a, ben, vous ne pourrez pas nécessairement vous améliorer de ce côté-là. Fait que prenez, il n'y a pas nécessairement un grand risque selon moi, mais prenez le temps de le faire parce que ça peut faire la différence entre un veau, que ce soit un veau colostrum système immunitaire ou un veau à diarrhée qui a besoin d'électrolytes pour survivre et grandir. C'est bon, quatrième. OK, deux petites nouveautés un peu. Le Calf-Perk, qui est un petit tube gros comme ça, c'est pas très très gros, qui est une source d'énergie à absorption rapide pour le nouveau-né. Il y a des extraits de thé vert dedans, il y aurait l'équivalent de 3 cafés. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour allumer un veau qui va avoir tendance à être vraiment trop down, qui n'a pas de guts, qui ne veut pas boire. Donc, étant donné qu'on veut un veau qui va être debout, qui va se déplacer, qui va têter rapidement, ben, c'est le genre de stimulant qu'on peut être donné. Donc, à la clinique, on en a. On vend ça à peu près 13 $. Donc, c'est pas quelque chose qui est très coûteux. Ça pourrait faire partie de votre kit de vélage tantôt qu'on avait sorti. Le moment où ça peut être utilisé, c'est suite à des vélages difficiles, des dystocies, des températures froides où le veau a besoin d'activer rapidement pour survivre, ou des veaux vraiment qui vont être léthargiques, qui ne fonctionneront pas. Donc, ce que ça va permettre, c'est d'avoir, l'effet sur le veau, c'est d'avoir une augmentation de la température corporelle, augmentation de la fréquence respiratoire, il va y avoir une amélioration de la vigueur du veau, puis amélioration du réflexe de téter. Donc, c'est un petit tube comme ça, vous le brassez, vous le donnez directement dans la gueule du veau. Puis la recommandation de la compagnie, c'est de le donner maximum une demi-heure avant que le veau aille à boire son colostrum ou son lait. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire de réveiller le veau, de l'allumer, de donner le temps là, pour qu'il allume. Puis après ça, c'est d'aller boire puis de faire ce qu'il y a à faire comme veau. Vous pouvez parler à votre clinique. S'ils n'en ont pas, c'est disponible au niveau des différents endroits où on peut acheter des médicaments vétérinaires et du matériel vétérinaire. Suivant. Sinon, ça, je me suis fait dire que ça avait été présenté par Dr. Doré aussi récemment, mais ça s'appelle Madigan Squeeze. C'est une technique pour réveiller un veau, allumer un veau, qui était à la base faite chez les poulains. Donc, c'est pour aider les veaux qui ont de la difficulté à téter, qui vont chercher des trayons mais qui ne les trouvent pas, ou qui n'ont vraiment pas de volonté de vivre, avoir de la faiblesse. À la base, ça a été développé chez les poulains, comme je disais, dans le cadre du Dummy Foal Syndrome. Je me suis fait dire que c'était une histoire de lorsque les poulinages étaient trop rapides, le choc au niveau thoracique, dans le fond, la compression du thorax au niveau du bassin de la mère, n'était pas nécessairement assez important pour stimuler le veau à vivre et à survivre. Donc, le poulinage se faisait trop rapidement, puis le poulain était comme pogné dans un état où est-ce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, puis il n'avait pas la volonté de vivre. Chez le veau, c'est un peu le même principe, c'est le weak calf syndrome ou le dummy calf syndrome. C'est vraiment pour réinitialiser le cerveau du veau en mimant la pression ressentie dans le canal pelvien au niveau thoracique lors de la naissance. Quelque chose à faire attention des veaux qui pourraient avoir des problèmes de fracture de côte suite à un vélage difficile. Si vous faites ça, ça ne l'aidera pas. Puis ça va le faire partir pour rien parce que vous allez voir la manière que c'est fait. C'est vraiment une compression thoracique pour que le veau puisse comme resetter, réinitialiser son cerveau. C'est une fracture thoracique, c'est de la douleur pour rien. Donc, vraiment, la manière de faire, là, ils font 3-4 tours au niveau du thorax. Puis, étant donné que c'est un veau qui va être relativement jeune, c'est des veaux dans les premiers, je dirais 24-48 heures de vie. Ils n'ont pas besoin de nécessairement tirer très, très fort. Ce qui va se passer, c'est qu'en tirant, le veau va se coucher, va sembler dormir, la fréquence respiratoire va devenir plus lente. De maintenir cette pression-là pendant 20 à 30 minutes. Quand c'est terminé, on enlève le câble, on aide le veau à se lever, puis on l'envoie boire. Ça fait que ça peut être dur à croire. Tant que c'est pas vu, mais il y a du monde qui l'a essayé, ça fonctionne bien. Là, je vais vous montrer une petite vidéo du début, comment ça fonctionne. Tu peux y aller, Catherine. Vas-y, filmer? Si. Ok. Un peu le même principe que ceux qui ont déjà couché des vaches à terre pour des histoires de torsion utérine ou pour coucher un animal, tout simplement.
va être squeezé au niveau thoracique pour être capable de le coucher. Pour marquer la main de la personne qui est à droite, le dernier, ils vont ramener au niveau thoracique. Il y avait un bout de câble qui était plus au niveau abdominal. On ne veut pas comprimer l'abdomen. C'est vraiment le thorax qu'on veut comme comprimer pour mimer ce qui se passe quand le veau passe au niveau du bassin de la mer. C'est une demi-heure, 20 à 30 minutes, il reste là. Puis quand ça a fonctionné, vous allez découvrir un tout nouveau veau qui va se relever. Não precisam de filmar tudo. C'est bon, Catherine, ça résume assez bien. OK, maladie fréquente. Cette photo-là, je l'aimais parce qu'au niveau de ce qu'on va parler, la portion hygiène de l'environnement est vraiment très intéressante. Puis c'est un vélage en plein air. Donc, la portion, tantôt, je vais vous parler de diarrhée néonatale, pneumonie et omphalite, les problèmes ombilicaux. Ben, dans un environnement comme ça, les chances qu'il y en ait sont vraiment diminuées. OK. Donc, diarrhée néonatale, ça va être la diarrhée vraiment des jeunes veaux dans les premiers jours, premières semaines de vie. Ça va être des micro-organismes qui vont venir, bactéries, virus ou parasites. Ça va vraiment être l'origine de des problèmes. La transmission va être féco-orale principalement, donc de fumier qui va être transmis à la gueule du veau. Ça va être quelque chose qui va être en général dans l'environnement, donc les barrières ou n'importe quoi qui est dans l'environnement du veau qui peut têter, lécher, puis que les bactéries vont se ramasser au niveau de sa gueule, ou au niveau de la mer si jamais les trayons n'étaient pas suffisamment propres. Ce que ça va avoir comme conséquence, puis c'est vraiment ces conséquences-là qui vont être problématiques chez le veau, c'est que ça va amener une déshydratation, un débalancement des électrolytes, une acidose métabolique, hypoglycémie, c'est vraiment une baisse du niveau du sucre sanguin. Puis il peut également avoir une infection sanguine, une septicémie de la bactérie qui est en circulation intestinale et qui est rentrée dans le sang. Donc, au niveau de la gestion du problème, à la base, c'est d'identifier l'agent problématique, soit qu'il va y avoir une culture de fumier du veau qui va être faite. Si jamais ça a été plus agressif ou que le succès n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu nécessairement de succès au niveau de nos traitements, il peut y avoir une nécropsie qui est faite. Vraiment d'aller chercher des tissus à l'intérieur pour permettre d'identifier c'est quoi la source du problème. De faire ça va nous permettre d'identifier qu'est-ce qu'on fait pour traiter ces veaux-là. Si on a une bactérie, ça va nous prendre des antibiotiques. Si on a des virus ou des parasites, il va y avoir une gestion qui va être différente un peu au niveau vraiment électrolytique et au niveau réhydratation. Et surtout, ça va être la prévention. C'est trois choses qui sont différentes. Donc, on peut vacciner, on peut gérer l'environnement, on peut donner un autre produit qui va éviter les problèmes parasitaires comme quand on parle de crypto. Donc, vraiment d'avoir une stratégie pour identifier le problème, traiter les animaux, puis éviter qu'il y en ait beaucoup d'autres par après. Suivant. Au niveau des pneumonies, on va avoir des origines qui vont être virales ou bactériennes la majorité du temps. Puis, ce que je vous montre par la suite en dessous au niveau des facteurs de risque, c'est différents stress. Donc, si l'accumulation des stress fait qu'en bout de ligne, il y a des veaux qui ont eu un transport, donc fièvre du transport, qui viennent d'être sevrés, qui sont beaucoup de veaux dans un environnement restreint, que dehors, il neige puis qu'il fait froid, qu'il n'y a pas assez de place au niveau de la mangeoire pour que tout le monde puisse boire, ben, la somme de ces stress-là fait qu'il y a beaucoup plus de chances qu'un veau soit malade avec 4 stress qu'avec juste un. Donc, si un veau est seulement sevré, mais qu'il est gardé dans le même environnement, il y a suffisamment d'espace, la ventilation est bonne, la température est bonne, puis il y a une alimentation qui est correcte, auquel il est habitué, fort probablement que ce veau-là n'aura pas de problème respiratoire, puis s'il y en a, ça va être relativement mineur. Donc, c'est vraiment de gérer ça au niveau de l'ammoniac qui va être un irritant au niveau respiratoire aussi, et l'alimentation pour optimiser le système immunitaire, puis d'avoir un veau qui va être capable de se défendre. Moins il va y avoir de stress, il est possible de faire une vaccination intranasale pour ces veaux-là aussi pour donner une protection supplémentaire, mais moins il va y avoir de stress, meilleures vont être les chances que ces animaux-là ne soient pas malades
Puis si jamais il va être malade, ben, ça va être plus mineur qu'on pense. Au niveau de la gestion du problème, c'est d'identifier l'agent. On peut faire une nécropsie comme tantôt avec un veau qui est décédé pour essayer d'aller voir précisément qu'est-ce qu'il y en est. Ou c'est possible avec des écouvillons d'aller prélever un échantillon de cellules ou de mucus au niveau de l'appareil respiratoire des veaux afin d'être capable d'identifier le virus ou la bactérie qui est responsable. Et encore là, c'est la même chose. Si on est capable de savoir comment traiter ce veau-là puis comment prévenir ce qui va s'en venir, ben, ça va limiter les conséquences négatives sur l'élevage. Et le dernier problème de santé, ça va être les omphalites, c'est les gros nombris. Sur la photo, là, c'est un très gros nombril, probablement qu'un bon abcès, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps aussi gigantesque que ça. À la base, c'est une contamination bactérienne de l'environnement suite au vélage. L'ombilic va être infectable, si vous voulez, parce qu'il n'est pas sec et pas nécessairement complètement fermé. Si jamais c'est sale puis des bactéries qui sont là, ça pourrait rentrer au niveau du système du veau. Pardon. Ce que vous allez voir, là, ça va être vraiment une masse ombilicale qui peut être plus petite que ça. En général, quand vous nous appelez, ça va être pour des histoires de gros nombrils. C'est pas obligé d'être un énorme nombril, c'est d'avoir un nombril qui est plus gros. Des fois, il peut être suintant, il peut être un veau qui va avoir un profil qui va être différent des autres. Un veau qui va avoir de l'abattement, donc qui n'a pas le pep des autres veaux, qui n'a pas le pep des veaux habituellement, qui va moins boire, qui va moins se déplacer, qui va rester couché plus souvent, qui va probablement faire de la fièvre suite à l'infection au niveau de l'ombril. La manière de savoir ce qui se passe, ça va être de prendre la température. Souvent, ça va venir avec l'infection, puis vraiment de mettre la main sur le nombril pour se rendre compte de ce qui se passe. Puis en général, juste de coincer le nombril va faire que vous allez avoir un veau qui va arquer son dos. Donc, il y a de l'inconfort, il y a de la douleur. Ça va être un traitement antibiotique qui va permettre en général de bien régler les choses. Antibiotique anti-inflammatoire, pardon, que je mettais. Sinon, facteur de risque, hygiène environnementale, c'est la base. Puis d'avoir un transfert de l'immunité passive qui est bien fait. Plus l'environnement va être propre, plus le veau va avoir un système immunitaire intéressant, meilleures vont être les chances qu'il n'y en ait pas ou qu'il soit capable de s'en débarrasser sans que vous en rendiez compte. Prévention, tantôt je parlais des prises de sang qu'on pouvait faire chez les veaux. C'est possible d'évaluer la transmission de l'immunité passive, pardon, évaluer l'hygiène environnementale, puis de désinfecter les ombiliques. Il y a des gens qui font pas ça, puis qui n'ont pas de problème. C'est parfait, tant mieux pour eux. Il y en a d'autres qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez trop d'omphalites, puis que ça ne fonctionne pas, puis qu'il y a trop de gros nombrils par rapport à ce que vous êtes supposé avoir. Ben, il y a des choses que vous pouvez faire pour le prévenir et éviter qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent à la liste. C'est bon? Déshydratation, ce qu'on va voir chez les veaux, là, vous avez une liste en haut à droite pour voir en fonction du pourcentage de déshydratation le comportement du veau, les yeux creux puis le pli cutané. Donc, un veau qui va avoir des yeux creux, pli cutané qui se prolonge, on voit que normalement, le pli cutané normal, ils disent moins de 1 seconde. Ça peut aller jusqu'à 6 secondes dans les cas de déshydratation plus sévère. Vous allez avoir des veaux qui vont être abattus, qui vont moins se nourrir, qui vont rester couchés, un peu comme tantôt quand on parlait d'omphalite. C'est des veaux qui ne sont pas fonctionnels, qui n'auront pas le comportement et le caractère de ce que vous êtes habitué de voir chez vos veaux. À la limite, les veaux vont se lever, vont marcher, mais vont être faibles, ils vont trébucher, tomber plus facilement. Le réflexe de succion est là, ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas la volonté de vivre puis de boire. Puis c'est des veaux qui vont tomber en hypothermie. Donc, tout un phénomène qui s'en va vers une descente de veaux qui ne filent pas. Selon l'étude que j'avais vue, il disait que la majorité du temps, les électrolytes oraux comme le Caflight qui peut être donné vont être très efficaces pour remonter ces veaux-là, sauf qu'en général, il est donné trop tard. On va attendre que le veau soit trop avancé dans sa condition, qui fait que à ce moment-là, si on avait donné quelque chose, comme on voit là, la ligne en jaune, là, parce qu'il y a une déshydratation de 6 à 8 ben, on aurait probablement remonté un veau assez rapidement et assez facilement. Mais si on attend que ce soit modéré, puis que le veau ne se lève plus, puis que là, ça fait une couple de jours que ça va mal, ben, ça va prendre des électrolytes à ce moment-là, intraveineux et non seulement oraux. Comme tel, ça ne sera pas le virus, les bactéries, les parasites qui vont causer la mort des veaux. Ça va être les conséquences que ces micro-organismes-là vont amener. Ça va être la déshydratation, le débalancement au niveau des électrolytes, puis l'acidose. Quand vous donnez des électrolytes comme le Caflight, comme je parlais tout juste avant,
Vous allez combler la déshydratation avec le liquide, le débalancement électrolytique avec les électrolytes qui se trouvent à l'intérieur, l'acidose avec le bicarbonate qui se trouve dedans pour vraiment avoir un pH qui va devenir adéquat. Suivant. Et à chaque fois que vous savez c'est quoi des veaux qui vont bien. Vous savez des veaux normaux, ça a l'air de quoi. Si vous avez des changements au niveau appétit, au niveau comportement, au niveau de l'apparence, s'il y a une masse ombilicale, les oreilles basses, la tête penchée, une enflure articulaire, une articulation qui est plus grosse qu'un autre, c'est pas normal. S'il y a de la diarrhée, de la toux, boiterie, du lait qui s'écoule par les narines, des signes de colique, donc des douleurs abdominales, des signes neurologiques, des veaux qui vont uriner souvent en petite quantité, c'est toutes des choses qui ne sont pas nécessairement dramatiques là, mais ça demande votre attention pour l'évaluer ou de contacter le vétérinaire pour dire OK, regarde, j'ai tel symptôme chez des veaux, j'aimerais savoir une visite pour être sûr que ce soit réglé. Parce qu'il y a des choses là-dedans qui vont très bien se guérir, mais il ne faut pas arriver trop tard non plus, il faut arriver au bon moment. Parce que le bon traitement donné au bon moment a plus de chances de fonctionner que le bon traitement qui est donné sur un veau qui est beaucoup plus magané. Dernière diapo. Si je ne me trompe pas. OK. Juste avant de la partir, Catherine, tantôt, je parlais des PISAC, celui qui avait la vaccination, système immunitaire, colostrum vaccination. Celui-là, ça va être sur la télémédecine. Vous allez comprendre qu'il y a une manière de communiquer avec le vétérinaire comme certains font via Messenger ou avec numéro de cellulaire, mais on va pouvoir le faire avec une application. Toutes les données vont être conservées. Donc, si j'ai une communication avec un éleveur sur des animaux, des veaux malades, ben, je suis capable de retourner dans le temps. Là, tant de semaines, on a fait ci, on a fait ça. C'était quoi le traitement? C'était quoi le diagnostic? Ou là, tant d'années. Étant donné qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup d'autres discussions, ça va être vraiment seulement vétérinaire, il n'y aura pas de discussion autre, ben, c'est facile de retrouver les différents dossiers qui ont été faits. Puis, ça fait partie des exigences de l'Ordre des médecins vétérinaires d'avoir un suivi de dossier pour des discussions comme ça. Donc, vous allez voir le petit vidéo qui va vous présenter un peu c'est quoi, comment ça fonctionne. Puis, si jamais après ça, vous avez des questions, on pourra répondre. Claudia Parent, propriétaire de la ferme Jersey Bee située à Saint-Sylvestre. On a 40 kilos de quota. Je m'appelle Frédéric Tremblay, je suis vétérinaire au bureau vétérinaire Sainte-Marie. C'est nous qui offrons des services ici à la ferme Jersey Bee depuis le début, quand Claudia a réintégré les vaches laitières ici. Et récemment, on a fait le PISAC télémédecine ensemble. Donc, la visite consiste en plusieurs parties. On va commencer par installer l'application sur son téléphone. On en profite en même temps pour revoir s'il y a des actes qui vont avoir à être faits dans le cadre de la télémédecine que le producteur ou la productrice a besoin qu'on revoie avec eux. Donc, on prend du temps pour faire ça. On prend le temps de faire un diagnostic un peu des besoins en technologie, s'il y a suffisamment de Wi-Fi, si la 5G est disponible, ces choses-là. Lors de la campagne PISAC, on laisse aussi des fiches pour aider les producteurs à prendre des décisions, là, qui est un arbre décisionnel qui aide à choisir si on est bel et bien en présence d'un cas de télémédecine ou pas. Donc, il y a certaines situations qui se font plus facilement que d'autres en télémédecine. Donc, il y a du matériel qui est laissé sur la ferme pour aider les producteurs à prendre ces décisions-là. Pour moi, la campagne PISAC télémédecine, ça m'a permis d'apprendre et de réviser des gestes avec mon vétérinaire comme les intraveineuses, les échantillons de lait, des prises de sang, plein de choses comme ça. Dans le cadre des accompagnements de la campagne PISAC, j'aide les vétérinaires à présenter l'application de télémédecine et aussi à trouver des solutions pour les enjeux de télécommunication à la ferme. Je m'appelle Jean-François Delisle, Saint-Sylvestre, propriétaire de la ferme PFD. Ici, on a 70 vaches en lactation, une centaine de kilos de quota. La télémédecine, je trouvais ça intéressant parce que ça arrivait souvent que, à peu près comme tout le monde, on a une vache que, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu le vétérinaire? On appelle-tu? On fait-tu venir pour ça? Peut-être pas nécessaire. Avec cet outil-là, écoute, t'aurais appelé le vétérinaire, il serait venu, t'aurais posé la question, la température, es-tu normal, es-tu debout? Eh bien, toutes ces réponses-là, ben,
C'est sur l'application, saute comme une étape. Tu vas sur l'application, tu rentres toutes tes données. Tu es joué, là, ils ont envoyé les données. Pour ce qui est de l'interface, quand on ouvre l'application, c'est quand même le fun parce que tu peux voir, ça te fait des rappels, genre de prendre la température de ton animal, le lait, comment il est. Fait que ça te permet aussi, avant d'envoyer à ton vétérinaire, de t'assurer que tu as bien regardé ou pris toutes les informations avant de contacter ton vétérinaire. Dans l'application, dans le fond, on peut toujours avoir accès à nos anciennes demandes avec le vétérinaire. Fait que ça nous permet de retourner voir si on a un cas similaire à la ferme ou quoi, quelque chose, ou si on se rappelle plus non plus qu'est-ce que le vétérinaire nous avait mentionné, ben ça fait un suivi qui est super intéressant, qui reste toujours dans notre dossier, dans l'application. Donc, on ne remplace pas ce qu'on faisait avant. Les cas sérieux, on continue de les faire, mais il y a une partie de cas qu'on est capable de faire autrement qui vont être beaucoup plus efficaces à la fois de la part du vétérinaire que de la part du producteur. C'est bien évident qu'on ne peut pas faire de la téléconsultation avec n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. Ça prend une relation vétérinaire-client-patient qui est valide, donc il faut qu'on ait une connaissance minimale du client, des lieux, des animaux, avant de pouvoir faire de la télémédecine. Donc, ça va s'appliquer à des clients qu'on a déjà par le passé visités et qu'on a une bonne idée de comment ça se passe sur leur élevage. On est sur une ferme laitière aujourd'hui, mais la campagne PISAC télémédecine est accessible à tous les propriétaires de bovins et de petits ruminants qui ont au moins 5 animaux adultes dans leur bâtiment. La campagne PISAC télémédecine est subventionnée à 100% pour les producteurs et l'application télémédecine est gratuite à la fois lors de l'installation et il n'y a pas d'abonnement mensuel non plus à payer par la suite. Dans le fond, vous avez compris qu'un vêlage ou un veau à plugger sur intraveineuse pour problème de diarrhée ne se fera pas par télémédecine. Ça va être vraiment des cas qui vont être plus simples où le producteur a besoin d'assistance ou de confirmer ce qu'il pense avec une discussion plus via les applications avec le vétérinaire. Donc, pour ça, référez à votre clinique. Toutes les cliniques ont été formées pour ça, puis c'est le temps de le faire si jamais ça vous intéresse. Donc, merci beaucoup. C'était le fun de faire ça malgré le challenge du début. J'espère que vous avez apprécié, puis que ça va susciter des discussions avec moi ou avec votre vétérinaire ou avec d'autres intervenants. Donc, merci beaucoup.